Déjà, un grand merci de nous recevoir dans cette salle magnifique. On va parler de déploiement de l'IA générative privée donc pour le SEO. Et tout d'abord, on va se présenter très rapidement. Donc moi, je m'appelle Vincent Terrazi, je suis cofondateur de la startup qui s'appelle Draft and Goal. J'ai cette casquette de CTO et d'Head of AI. Et je vais laisser François et Pierre se présenter. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Pierre Pouliken. Je suis responsable média chez Total Energy dans la section électricité et gaz France. Et je suis en charge, grosso modo, de l'acquisition digitale. Bonjour à tous, je m'appelle François Rommel et moi je suis en charge de la data dans la même filiale que Pierre. Parfait. Alors, une question pour vous dans la salle, je sais qu'il y en a encore qui rentrent, mais qui a déjà utilisé, on va aller très très vite, ChatGPT dans la salle? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok, quasiment tout le monde. L'année dernière, c'était à peine la moitié. Gemini? Ok, beaucoup de monde aussi. Et Claude 3, allez pour finir. Ah, beaucoup moins de monde, ok, sur Claude 3. On se rend compte que vraiment, maintenant, c'était le slide suivant, on a une explosion des usages avec l'IA générative. Mais avant de démarrer, et avant de parler de ce qu'on peut faire en entreprise, on voulait vous dévoiler toutes les limites. Et vous voyez, par exemple, ce que vous prenez n'importe quel modèle, ChatGPT, Gemini, etc. Si vous demandez de la donnée personnelle, il y a vraiment un gros problème avec la confidentialité, il va refuser de vous répondre. Et sachez qu'en entreprise, après on va vous définir ce que c'est une IA privée, il ne faut pas non plus que l'IA donne des informations, par exemple, sur l'adresse personnelle du CIO. Et on se rend compte que ces limites, elles sont nativement présentes dans les LLM et vous allez voir tout ce qu'il faut mettre en place pour réussir à l'adapter à son besoin. Ensuite, on a un manque complet de contrôle et de personnalisation. Je vous invite tous à utiliser n'importe quel LLM et lui demander de générer un texte. Vous allez vite vous rendre compte que vous lui dites « génère-moi un texte avec des liens et cite-moi les sources ». 9 fois sur 10, il va faire le texte. Il y a de grandes chances que vous n'avez aucune source et qui intègre forcément des liens qui seront complètement hallucinés, qui seront complètement inventés. Et ça, en entreprise, encore une fois, c'est un énorme problème. Ensuite, on continue les problèmes de droit d'auteur. En ce moment, c'est pas un scoop, vous avez tous entendu parler du New York Times. Là, la semaine dernière, c'était Midjourney, où on s'est rendu compte qu'il y avait la moitié des images des séries et du cinéma qui avaient servi comme données d'entraînement. Ça, c'est extrêmement problématique dans des usages pour les entreprises. Ensuite, dans la salle, est-ce que tout le monde va devenir prompt engineer? Moi, je pense pas. Je pense que peut-être que des personnes peuvent faire du prompt engineering, mais on n'a pas tous à faire du prompt engineering en entreprise. Et vous allez voir les solutions qu'on a mis en place pour contourner cette énorme problématique. Et enfin, le chatbot. On a parlé de ChatGPT, on a parlé de Gemini, est beaucoup trop permissif. Et ça, c'est ce que je vois souvent dans mes formations, c'est que la personne, elle dit « génère-moi un texte ». Ok, un texte plus long. Après, non, un texte plus long avec des mots-clés SEO. Et au final, le LLM se perd complètement. Et à la fin, on a plutôt perdu 30 minutes de son temps. Et face à toutes ces limites et tous ces problèmes, on s'est dit on va créer une conférence pour vous dire tout ce qu'il faut mettre en place pour faire de la qualité. Et là, je vais donner la parole à François sur qu'est-ce que c'est l'IA générative en entreprise et notamment voilà, tout ce qu'on peut faire avec. Merci Vincent. Donc on va voir comment implémenter l'IA générative en entreprise. Donc voilà, il y a plusieurs façons de faire. La première façon, la plus simple, c'est de le faire au travers du SaaS. Donc qu'est-ce qu'on fait? On part de notre cloud privé qui est sécurisé et la donnée via API, en fait, elle part vers le cloud de l'AI provider, par exemple OpenAI. Et donc ça permet d'accéder à des modèles commerciaux. En revanche, c'est pas extrêmement sécurisé parce que voilà, les prompts et les données que vous lui donnez en entrée, elles arrivent dans les serveurs voilà, de l'AI provider. Donc il y a d'autres façons. Donc pour rebondir sur ce que vient de dire Vincent, donc on parle d'IA privée. Donc ce type de déploiement, donc le PaaS, donc Platform as a Service. Là, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise en fait les outils qui sont intégrés dans les clouds. Donc pour les citer, Vertex AI, Azure OpenAI Service et AWS Bedrock.
Donc là, le gros avantage, c'est que c'est la même chose que le SaaS, mais de façon nettement plus sécurisée, et donc nettement mieux adaptée à l'entreprise. Et le dernier modèle, donc sous forme de IaaS, donc IaaS comme infrastructure as a service, où là, on va plutôt aller chercher des modèles open source. Et le gros avantage de ce type de déploiement, c'est qu'il est beaucoup plus flexible. On va pouvoir agir sur les GPU. Donc les GPU, c'est vraiment les calculateurs, mais également les serveurs d'inférence. L'inférence, qu'est-ce que c'est en deux mots? C'est le processus qui permet en fait, voilà, au LLM en fait de répondre, d'envoyer les réponses. Donc pour résumer ce qu'on vient de dire, voilà, il y a trois principales manières en fait de déployer l'IA générative en entreprise. Il y a des manières qui sont pas extrêmement chères, mais en termes de sécurité qui posent potentiellement quelques problèmes. Et la version open source, où là ça nécessite un tout petit peu plus de technique, mais à contrario, ça permet d'avoir, voilà, beaucoup plus de privacy, de sécurité, d'adaptabilité, d'évolutivité et également de performance. Sauf que là, comme on peut le voir, il manque une petite étoile. En fait, faut pas rêver, hein. L'IA générative peut pas concurrencer l'humain. Et nous, c'est notre conviction. Et c'est justement le slide suivant. Voilà. Donc ce qu'on voulait vous parler également, c'est voilà, le rôle des rédacteurs web SEO. D'ailleurs, on en a quelques-uns qui sont parmi nous. Nous, ce qu'on pense, c'est que leur rôle va évoluer vers un rôle qui est plus celui ce qu'on pourrait dire un rédacteur en chef. Et ça peut être une super opportunité, voilà, pour eux de renforcer ce qui les différencie vraiment de ce qu'apporte l'IA générative. Donc le sens critique, la créativité, son rôle qui va devenir beaucoup plus stratégique, notamment sur la stratégie éditoriale, et je dirais le parent pauvre un petit peu du contenu, c'est parfois l'intégration, faute de temps. Donc là, on va libérer du temps à ces ressources pour pouvoir s'approprier un petit peu plus ces sujets, avec des sujets comme l'UX, comme l'accessibilité, pour des personnes qui pourraient être, par exemple, avec des déficiences visuelles ou auditives. Bref, vraiment, on croit vraiment à ce couple IA et humain. Et je vais laisser Pierre nous parler un petit peu du use case qu'on a mis en place avec les équipes de Vincent. Merci François. Oui, en effet, on a commencé à, évidemment, comme chacun d'entre vous a testé l'année dernière évidemment tous les outils ChatGPT, Gemini, mais on s'est vite aperçu que il fallait beaucoup de configuration, que c'était pas simple à mettre en place. On a vraiment voulu trouver une solution, un outil, une méthode pour justement répondre à l'ensemble de nos problématiques. Une problématique majeure a été de se dire comment en fait on arrive à maintenir un site qui fait notamment une rubrique éditoriale chez nous qui s'appelle Parlons Énergie, qui est une rubrique qui abrite des contenus froids. Comment on pouvait mettre ça à jour de manière quasiment automatique ou semi-automatisée, en sachant que ça prend beaucoup de temps. On avait fait le calcul, rien que lire en fait toutes ces pages là, il fallait compter à peu près 5 jours, donc ce qui est assez important, et c'est pour ça qu'aussi on n'avait pas spécialement mis l'accent dessus avant en SEO. On sait aussi, et ça vous le savez aussi, avec l'arrivée de tous ces outils, on voit que l'explosion des contenus est très forte depuis l'arrivée des ChatGPT, donc on est obligé finalement nous aussi de suivre le train, et justement on n'était pas organisé pour justement répondre à ce nouveau défi, et on cherchait vraiment là aussi une solution pour être non seulement plus efficace, mais et pouvoir produire plus de contenu. Et enfin aussi, c'est un peu lié,
les sujets d'actualité. On le sait, on a tous vu les screenshots de Google SGE qui peuvent, si on est dans un scénario un peu optimiste, peut-être apporter moins de trafic sur la partie search classique. Et de l'autre côté, on voit aussi Google Discover pas mal émerger, justement s'ouvrir d'ailleurs de plus en plus à de nouveaux acteurs et pas seulement au site média. Donc on s'est dit, tiens, c'est aussi là l'occasion de saisir l'opportunité et d'être meilleur sur l'actualité. Tout en prenant en compte qu'on a pas mal de contraintes chez Total Energy. Donc, déjà sur les sujets SEO, les contraintes SEO, donc c'est assez évidentes, mais c'est intéressant de les connaître aussi. C'est qu'on a des contenus qu'on veut mettre à jour, mais sans par exemple casser la structure existante. Parce que oui, on a des contenus qui n'ont pas forcément besoin d'être 100% réécrits. On a juste besoin en fait d'avoir des enrichissements très tactiques sur des zones précises. Exemple des données tarifaires, des dates d'études. Ça, c'est des choses qu'on doit toujours remonter en disant nos contenus ne sont pas toujours à jour. Et en fait, on cherche vraiment une solution pour nous aider à ça et faire gagner du temps. Donc supprimer aussi le contenu à périmer, donc ce que je précisais. Évidemment chez Total Energy, le tone on voice est évidemment capital comme vous pouvez l'imaginer. On a aussi quelques limites juridiques sur le wording. Évidemment éviter de parler de notion de comparateur, de meilleurs fournisseurs. Voilà, c'est des termes qu'on ne peut pas utiliser sur notre site, qu'il fallait là aussi intégrer dans notre besoin. Et puis évidemment dans tout ce qui est analyse et recherche d'informations, éviter de mentionner des acteurs type concurrents directs, indirects, voilà, c'est plutôt du classique. Et justement, vu que François le disait, ça va permettre aussi d'améliorer la qualité de nos contenus. Et une des pistes, parce qu'on sait que finalement l'IA aujourd'hui, ça fait juste du recyclage de contenu. On s'est dit, en fait, ça va être l'occasion là aussi d'injecter en fait dans cet outil-là des données qu'on a de manière exclusive, de qualité, et qu'en plus on voulait protéger, parce que comme vous le savez, donner des informations à ChatGPT, des documents PowerPoint, tout ça, c'est pas quelque chose qu'on sait pas après ce qu'il peut en faire. Donc là, la solution serait, l'idée était de trouver une solution sécurisée, justement pour qu'on puisse, par exemple, apporter le contenu des fiches produits de notre équipe marketing, qui précise d'ailleurs les cibles pour chaque offre, aussi des informations sur de nos clients, notamment parce qu'on récolte en fait via l'intermédiaire d'un réseau social dédié à nos clients qui s'appelle les éclairs, des conseils assez intéressants justement pour faire baisser sa facture d'énergie. Et puis bien sûr on avait à cœur aussi de trouver une solution qui nous permettait d'avoir des sources très fiables. Ok. Ensuite, là, on va rentrer un peu plus dans le concret sur les premières utilisations qu'on a pu faire avec cet outil-là. Premier constat qu'on a très vite observé, c'est sur tout simplement, je pense que ça nous arrive à tous, une mise à jour de contenu. J'ai interrogé sur la partie gauche, en faisant un prompt très rapide avec l'ancienne méthode, j'ai essayé de demander à l'IA de me trouver ce qu'il fallait mettre à jour sur une URL. Donc là, en l'occurrence, on était sur une aide sur les bandes de recharge qui a un petit peu évolué. Pour les connaisseurs, c'est un crédit d'impôt qui a changé depuis janvier 2024. Et l'ancienne méthode m'a indiqué que tout était à jour et qu'il n'y avait pas forcément de changement. Mais avec justement le workflow mis en place avec l'outil de Vincent, on voit qu'on a eu des données beaucoup plus précises et que justement les dernières infos étaient bien présentes, à savoir le crédit d'impôt est passé à 500 € alors qu'avant il était à 300 €. Donc c'est vraiment quelque chose qui va nous aider. Autre cas aussi très utile, et là je pense particulièrement aux rédacteurs, mais aussi aux consultants SEO d'ailleurs qui sont présents à côté StartPerf, qui vont pouvoir en fait voir les changements apportés par l'IA, donc qui sont en surveillance en vert, et les zones aussi qui ont été détectées comme étant supprimées parce que soit périmées, soit peu performantes. Donc ça c'est aussi très intéressant pour très rapidement traiter un article. Ensuite, là aussi, on veut aussi utiliser cet outil-là pour améliorer la conception des briefs. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être redondant, assez fastidieux et répétitif. Et là, on sait que grâce à cette méthode-là, on peut très vite générer un plan avec toutes les intentions qui seraient intéressantes de cibler.
autre aussi outil qui va aider nos consultants SEO, c'est dans le workflow de la génération des contenus, il prend en compte toutes les données GSC, et donc on va pouvoir très rapidement, d'ailleurs on le voit, hein, on a fait un screenshot ici, faire une clusterisation automatique pour chaque URL qui va nous dire grosso modo quels sont tous les termes qui ont été injectés, enfin qui ont été récoltés dans la GSC, les classer et détecter aussi ce qui manquait pour pouvoir en fait nous fournir des recommandations qu'on pourra soit mettre dans un brief ou soit tout simplement quand l'équipe SEO aussi intervient directement, voilà des conseils qu'on pourra avoir. Et enfin, un autre cas intéressant, donc là on a repris un sujet un petit peu plus léger, on a un peu sorti d'énergie, voilà, on a pris une actualité sur Kenji Girac, on voulait tout simplement savoir dans le workflow, identifier, avoir plus d'informations sur le sujet. Et il est vrai que là ça peut très rapidement nous sortir un knowledge graph avec voilà, toutes les caractéristiques, donc les éléments d'analyse sur l'actualité en question. Et là, je vais laisser Vincent nous donner donc voilà, donc, magique. Nous, on parle de la potion magique. On va surtout vous dévoiler la solution, comment on a fonctionné. C'est pas des choses qu'on entend dans les autres conférences. Nous, on a vraiment essayé d'être à la pointe au niveau de ce qu'il fallait utiliser. Avant, je voulais vous dire, ce qui était le plus important pour nous, c'était de faire une solution no-code et prête à l'emploi. Il faut savoir qu'en entreprise, tout le monde ne sait pas travailler en Python, en R. Donc, et aussi, on voulait qu'il n'y ait aucun prompt et aucune formation pour utiliser l'outil. Donc ça, c'était vraiment le point le plus important. Et en fait, notre outil, pour l'utilisateur final, c'est un simple formulaire qui va exécuter un workflow ultra complexe et donner directement autant de texte que ce que vous souhaitez. Et la chose qui est hyper importante pour nous, c'était d'avoir une solution personnalisable et évolutive. Vous vous rendez compte, chaque semaine, il y a des nouvelles IA qui sortent, il y a des nouvelles technologies qui sortent. Donc, on a tout de suite pris en compte que notre solution, il fallait qu'on puisse la mettre à jour en quelques clics. Donc là, vous voyez, je disais, l'AMA 3 est sorti hier, mais depuis, il y a Microsoft et il y a Apple, etc., qui ont encore sorti des nouveaux modèles. Après, ça, c'est quelque chose qu'on voit très rarement. Quand vous utilisez un chatbot, vous êtes sur du 1-to-1. Ça veut dire, vous donnez une instruction, vous fabriquez un texte. Il faut savoir qu'en entreprise, on est plutôt sur un mode recette. On donne, par exemple, un CSV avec 10 000 URL et avec différentes caractéristiques. Et ce qu'on veut récupérer, c'est 10 000 textes le plus rapidement possible avec un contrôle de la qualité, un contrôle et un scoring SEO, etc. Et vous voyez, nous, on est capable d'avoir toutes ces phases. Donc, on vous a montré juste avant là ce qui était affiché en vert, affiché en rouge. Mais on est capable de vraiment faire de la masse et de la qualité. Et ça, c'est extrêmement important pour de la qualité et surtout pour des entreprises. Ensuite, on l'a vu aussi par rapport à ce que tu as soulevé sur les impôts par rapport à l'énergie. Acquisition de connaissances et apprentissage continu. Les LLM coûtent très très cher à mettre à jour. Et donc, par le biais des technologies qu'on a mis en place, on garantit à Total Energy d'être toujours à jour, quel que soit le sujet, d'où voilà, sur le fameux chanteur très connu, en plus qui est en Gironde, qui est très proche de chez moi. Donc voilà, on a fait un petit clin d'œil. Sachez que c'est hyper important quand vous utilisez une IA de faire en sorte qu'elle soit toujours à jour. Enfin, on l'a mentionné plusieurs fois, respect du tone of voice. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'encore une fois, dans l'IA générative, il n'y a aucune intelligence. L'IA, elle est là pour copier. Et utilisons-la pour ce qu'elle sait le mieux faire. C'est-à-dire, on lui donne des textes de Total Energy. Elle est tout à fait capable, j'avais même fait des conférences sur le reverse prompt engineering, mais elle est tout à fait capable de comprendre le style, le vocabulaire utilisé, le tone of voice, etc., etc. Et force de ce constat, on a pu construire une architecture très évoluée. Et là, je vais vous donner des exemples pratiques. Donc, j'ai pas fait directement des screenshots de l'apps parce que sinon, c'était difficilement visible. On va commencer sur le premier workflow qu'on vous explique sur Google Discover. Comment on fait pour écrire de l'actualité? Donc ça, vous voyez, quand on déroule toutes les étapes, ça prend environ 1 minute 30. Ça écrit des sujets d'actualité de pointe qui peuvent ranker directement sur Google Discover. Et je vais vous expliquer les carrés bleus. Ce sont des agents LLM. S'il y a quelque chose que vous devez utiliser dans votre entreprise le plus rapidement possible, ce sont des agents. Un agent, qu'est-ce que c'est? C'est une IA spécialisée qui va utiliser des outils
et des sources de données pour répondre à vos besoins. Et nous, on a créé une multitude d'agents, donc on vient chaîner ensemble. Donc il y a par exemple le scrapper agent, un agent le plus efficace possible qu'on a adapté pour aller chercher les informations sur Google Trends, sur Google News, sur Wikidata, et c'est comme ça qu'on arrive à ce niveau de qualité. Vous devinez que les informations, on peut en récupérer des tonnes, donc on a un agent qu'on appelle l'extracteur agent qui va juger qu'est-ce qui est le plus pertinent pour Total Energy dans ces informations. Et après, vous le verrez souvent, on génère ce qu'on appelle un knowledge graph, donc c'est une notion qui est très connue en SEO, un graphe de connaissances, et ce knowledge graph va servir pour ce qu'on appelle un writer agent, donc un agent d'écriture qui va rédiger parfaitement en fait le contenu pour Total Energy. Bien sûr, on pourrait l'appliquer à n'importe quelle entreprise. Et le humanizer agent, c'est ce que les gens oublient tous, et c'est déjà la grosse erreur qu'on a vue avec ChatGPT et compagnie et qui aboutit à des sanctions, c'est que le contenu IA est purement inutile pour vos lecteurs. Donc en fait, on a des agents qui vérifient que le contenu est bien écrit, que le contenu est humain, que le contenu est optimisé pour le SEO. Et donc sur ce premier workflow, en suivant toutes ces étapes avec des agents, vous arrivez avec vraiment des résultats de très très haute qualité. On va monter un tout petit peu le niveau. Là, je vais vous montrer quand on fait des mises à jour complètes. Donc mise à jour complète, ça veut dire on prend les URL de Total Energy et on décide de réécrire totalement le contenu. Donc là-dessus, encore une fois, on a un nouvel agent qui s'appelle le GSC agent. Donc vous êtes des SEO majoritairement dans la salle. C'est un agent qui va se baser sur les données de la Google Search Console. Donc quand je dis agent, c'est un agent autonome qui va utiliser l'API Google pour aller sortir toutes les meilleures queries sur une page, toutes les meilleures URL. Et après, vous voyez, il analyse, donc il y a le fameux KG agent pour Knowledge Graph agent qui va créer un graphe de connaissances par rapport à toutes ces URL, qui va en déduire le meilleur plan possible, et après il le redonne donc à l'agent d'écriture. Alors le RAG, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, c'est une grosse base de données qui contient tous les contenus de Total Energy, et l'idée, ça aussi on l'oublie, c'est qu'il faut faire des textes Unix, parce que sinon ça ne sert à rien de générer du duplicate content. Donc ça, c'est une des astuces, voilà, pour produire des textes uniques, et on retrouve cet agent SEO qui va faire en sorte de créer des textes optimisés pour le SEO. En fin de compte, si vous avez bien compris, on vous dévoile, on pourrait faire autant de workflow qu'on veut, mais après, nous, c'est n'importe quel utilisateur qui peut prendre notre outil. Tout ça, ça se fait en no-code, ça se fait avec des simples clics. Vous connectez les agents entre eux, des agents qui sont déjà prêts à l'emploi, qui ont été fine-tunés sur des données. Et vous voyez ici, la seule différence, si on joue au jeu des 7 différences, là, comme on est sur de la réécriture de l'existant, vous voyez en bas, le scrapper agent, en fait, il va aller chercher l'outil de Total Energy, récupérer son plan, récupérer certaines phrases, récupérer le tone of voice, et il va faire un knowledge graph indépendant, et quand il va réécrire le texte complet, il sait qui doit suivre le contenu existant. Et d'où la mise en place d'outils, où on voyait ce qu'on nous on appelle le diff checker, où on est capable de voir l'avant-après et faire gagner un temps très précieux au rédacteur. Et sachez que cette étape-là est extrêmement importante, parce que vous devinez, quand on commence à générer 1000 textes, il ne faut pas que l'humain il passe plus d'un mois pour les relire. Donc là, on a mis en place tous des contrôles qualité. On répondra après à vos questions si vous en avez là-dessus. Ça, c'est juste l'interface pour vous dire qu'on est capable de gérer des imports de masse. Donc on travaille notamment avec des très gros fichiers CSV. Vous voyez là, en moyenne, ça dure entre 1 minute à 2 minutes 26, et on est capable d'exécuter des workflows sur autant de textes que vous souhaitez. On aime bien être comparé à une solution d'emailing. Tout le monde est capable d'envoyer un email dans la salle. Par contre, si vous devez envoyer 10 000 emails, 1 million d'emails, il vaut mieux faire appel à des logiciels spécialisés qui sont conçus pour et qui vont assurer la performance, la scalabilité et la délivrabilité. Là, je voulais redonner la main sur un sujet hyper intéressant, c'est justement les perspectives d'avenir pour le SEO et l'IA. François, Pierre, je vous laisse la parole. Merci Vincent.
Oui, ce que je voulais dire, c'était que le succès de ce projet, on voit que c'est assez époustouflant ce qu'on a réussi à faire. En fait, ça s'inscrit vraiment dans la dynamique de notre compagnie Total Energy, qui vient de fêter d'ailleurs ses 100 ans, et autour de ce concept d'innovation. Et les principales valeurs cardinales qui sous-tendent ce projet et qui font qu'on a réussi sont: le premier, c'est la sécurité, parce que sans sécurité, on ne peut pas arriver à l'efficacité opérationnelle qu'on attend. Le respect de l'autre, ce respect de l'autre, ça passe par quoi? On fait un projet au service des rédacteurs, de nos collègues de StartPerf. L'idée, c'est pas de remplacer les humains par de l'IA. L'esprit pionnier, qui se traduit comment? Par par le pari qu'on a fait de choisir Vincent et ses équipes pour travailler sur ce projet qui était super innovant et sur lequel on avait beaucoup d'ambition, mais on n'était pas certain d'arriver jusqu'au bout, et on a eu cette chance. L'esprit de solidarité, alors on va se dire oui, là il a mis solidarité, ça fait bien dans une présentation, mais vraiment, je pense qu'on peut, Nabil et Vincent peuvent en témoigner. C'est vraiment, ça se traduit vraiment dans notre partenariat. On allait vraiment au-delà d'une relation de simple fournisseur-annonceur, et vraiment on travaille et on va continuer à travailler main dans la main et faire vraiment de belles choses ensemble. Et bien sûr le goût de la performance, et ça parce que on n'avait qu'une envie, c'était d'y arriver, et on y est arrivé, et on va encore faire de très belles choses. Et parce qu'on est sympa, parce que Vincent est sympa, on va vous livrer les 8 piliers pour réussir ce type de projet. Voilà, donc on voulait parler des bonnes pratiques. Nous, ça fait 2 ans qu'on travaille sur l'IA générative, et il y a des choses à vraiment respecter parce qu'il y a énormément de pièges. Vous l'avez vu, les workflows adaptatifs, c'est-à-dire anticiper les changements, anticiper les nouvelles technologies. Ça, c'est le véritable piège. On voit beaucoup de POC en entreprise où on essaye d'aller très très vite, et après on paye fortement les choix techniques qui ont été faits. Donc nous, ça a été un énorme travail de R&D pour trouver les technologies les plus à la pointe. Souvent, on a tendance à prendre des raccourcis avec l'open source, et puis après, au bout de 3 mois, on se rend compte qu'on peut tout jeter à la poubelle et tout recommencer. Prenez en photo, mais attendez la fin quand j'aurai vraiment dévoilé les 8 piliers. Ensuite, quelque chose qui est hyper important, c'est quand il y a des modèles d'IA qui sortent, vous allez toujours avoir des benchmarks incroyables avec des MMLU, etc. Moi, j'ai envie de dire, ces benchmarks, vous devez les jeter à la poubelle. Les vrais benchmarks, c'est sur vos données. Et les vrais benchmarks, quand vous faites du SEO, c'est avec des vrais outils de scoring SEO. Donc ici, on a utilisé yourtext.guru parce qu'il fallait être capable de mesurer le texte avant, le texte après. Donc ne vous fiez pas aux benchmarks entre guillemets scientifiques, souvent qui utilisent des bases de données qui ont été ingérées par les IA, souvent par on va dire par accident, mais utilisez des véritables scoring SEO. Ensuite, vous l'avez vu, j'ai oublié de mettre un screenshot de l'application, mais l'interface de test est pour des utilisateurs non experts. Ne faites pas un outil qui est à destination des data scientists, parce que sinon, votre outil sera très très peu utilisé. Bannissez le code Python et faire en sorte de faire une interface que toute l'entreprise puisse utiliser. Le 4e pilier, c'est le plus important, je pense, c'est le choix du bon fournisseur. À l'heure actuelle, vous connaissez, il existe Google Cloud Platform, il existe AWS, il existe Azure. Donc nous, on est compatible sur ces 3 environnements, mais il existe d'autres fournisseurs comme OVH. Mais faites très attention au choix du cloud provider. Par exemple, il y a certains modèles qui ne sont pas disponibles chez AWS et inversement. Donc ça, le fournisseur, dès le départ, essayez d'anticiper la question et entamer aussi le dialogue avec lui sur les coûts, les performances des modèles. À l'heure actuelle, je vais être très franc avec vous, il y a une véritable pénurie de GPU et c'est extrêmement problématique dans certains cas, surtout quand on utilise beaucoup de modèles open source. Le modèle SEO optimisé,
On voit souvent les data scientists qui utilisent des modèles ultra puissants avec 400 milliards de paramètres. Sachez que là, encore une fois, faites très attention. Utilisez des modèles adaptés. Donc, par exemple, moi j'aime bien prendre les résumés de texte. Il y a 5 ans, on faisait déjà des résumés de texte de très bonne qualité. On n'avait pas besoin d'utiliser des LLM avec 400 milliards de paramètres. Donc selon les agents, vous voyez, ils ont tous des LLM différents à leur disposition. Et en fait, on a fait très attention. Par exemple, discuter avec Google Search Console, 8 milliards de paramètres, c'est largement suffisant. Et pourquoi je mets modèle SEO optimisé? Sachez que par défaut, les modèles qui sortent, les LLM, ne sont pas du tout optimisés pour le SEO. Donc en fait, par exemple, là, Llama 3 qui est sorti, on est capable de mettre en place un processus pour que le modèle soit adapté pour le SEO. Ensuite, la réduction des hallucinations. Donc ça, c'est le plus gros point faible, vous l'avez compris dans la salle, des LLM. Un LLM qui n'a pas l'information, il invente. Mais ça, c'est la règle qu'il faut vraiment avoir en tête. C'est leur énorme point faible. Donc on aura d'autres architectures qui vont sortir, notamment par Meta. Mais ça, gardez-le en tête. Il n'a pas l'information, il invente. Ensuite, le raisonnement structuré, on vous a dit tout le monde ne doit pas être prompt engineer, ça c'est très clair. Donc nous on n'utilise pas du tout des prompts, on utilise des frameworks de raisonnement. Qu'est-ce que c'est un framework de raisonnement? C'est un ensemble d'instructions très précises que le modèle est obligé, et quand je vous dis obligé, de suivre, et s'il ne le suit pas, il recommence. Et ça permet de contrôler l'IA générative. Et le dernier conseil, c'est la sécurité des données, sûrement l'un des enjeux les plus importants pour Total Energy. Donc nous, oui, on a créé une version on-premise, c'est-à-dire qui fonctionne directement sur les serveurs de Total Energy, mais on aura bientôt une version SaaS. Donc là, voilà, je pense que vous pouvez faire un cadeau et faire gagner 6 mois de R&D en partageant cette photo. On voulait adresser aussi un remerciement spécial quand même aux équipes de Google Cloud. Ah oui, très important. Et notamment de Damien Ferrulst, vraiment qui nous ont soutenus, qui ont facilité un petit peu ce projet. Et vraiment un grand merci à eux. Voilà, et moi j'en profite aussi pour vous remercier tous les deux d'être montés sur scène dans cette très belle salle. Et donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette conférence, et donc surtout si vous avez des questions techniques, fonctionnelles, organisationnelles, n'hésitez pas, et un grand merci pour votre écoute. Alors avant de passer aux questions, vous avez peut-être une petite question mug? Oui, je pense que ça va aller très vite. Alors vous levez la main pour répondre à la question mug, et j'essaye de voir la première main. Okay. Après la question. Là c'est perdu déjà. Ok. Alors, quel est le nom de l'agent qui permet de construire des knowledge graphs? Je l'ai montré 2-3 fois. Ah, écrit très fort parce que j'étais loin. Oui, parfait. KG agent, allez. On ne s'est pas trop cassé la tête sur le nom des agents. Allez, on a quelques 7-8 minutes pour les questions. C'est parti. Partagez. Ouais, je pose une question. Vincent, est-ce que tu peux expliquer un peu plus la différence entre prompt et framework de raisonnement? Oui, alors dans le prompt engineering, on retrouve les frameworks de raisonnement, mais il faut savoir qu'un prompt, c'est une simple instruction, alors qu'un framework de raisonnement, c'est un ensemble d'instructions où chaque étape précédente valide la suivante. C'est la grosse différence. Les frameworks de raisonnement, il y en existe plus d'une vingtaine à ma connaissance. Celui qu'on utilise énormément, c'est le framework React. Et après, voilà, je vous laisse regarder dans les papiers scientifiques tout ce qui existe. Merci. Bonjour, merci pour la conférence. J'ai 2 questions, j'ai le droit? Oui. La première, c'est parce que vu que l'interface entre guillemets s'adresse à tout le monde dans la boîte, qui l'utilise vraiment, à quelle fréquence? Et la deuxième, c'est rien à voir, c'est dans le workflow. À quel moment, ou si c'est intégré, comment s'intégrer la notion de maillage interne? Est-ce que si on remet à jour des contenus, est-ce que ça reprend en compte le maillage, etc. Okay. Vas-y, je te...
Je vais répondre à la première. Donc les utilisateurs, donc on en a plusieurs chez nous, par typologie. On va avoir en priorité l'équipe SEO, voilà, qui en plus a la chance de pouvoir en plus intervenir assez facilement sur les pages de notre site. Donc ça, je sais que c'est pas toujours facile à faire, donc ça va être principalement eux. Sûrement aussi les rédacteurs, voire aussi les équipes marketing s'ils veulent nous aider à faire des briefs. Voilà, à peu près comment on a imaginé les choses à ce stade. Alors pour répondre à la deuxième question, c'est une très bonne question. En fait, on a les données internes. Donc par exemple, on a crawlé l'intégralité du site total. Donc on a l'ensemble des liens. Et il faut savoir, par exemple, sur la réécriture de l'existant, on voit déjà les liens présents et on est capable de détecter est-ce qu'il n'y a pas des liens proches et plus intéressants qui pourraient être remplacés. Donc les LLM sont extrêmement efficaces pour mettre à jour le maillage interne. Alors, une question devant. Bonjour, moi je voulais mieux comprendre l'enjeu sur la sécurité des données, pour comprendre de quelles données on parle. Est-ce que c'est vraiment important qu'elles soient sécurisées, qu'elles soient peut-être confidentielles, puisque juste de ce que je comprends, c'est des données qui sont amenées à être potentiellement publiées ou déjà publiées. Donc je suis pas sûr d'avoir bien compris l'enjeu de sécurité par rapport à ces données, puisque si elles devaient rester confidentielles, comment elles peuvent s'intégrer dans ces workflows et dans ces modèles. Ok, c'est une très bonne question. Donc comme l'indiquait tout à l'heure Vincent, donc il utilise un processus qui s'appelle le RAG, et donc qui vient notamment se baser sur des sources de données interne à l'entreprise. L'idée, c'est que le processus d'IA qu'on utilise là va aller essayer d'extraire des connaissances plutôt que d'essayer de copier quelque chose d'existant. Et dans ces informations, il y a des données sensibles qu'on ne veut pas voir apparaître sur un peu partout sur la toile. On peut se rappeler du cas de Samsung qui a utilisé de l'IA générative et qui s'est retrouvé avec des données confidentielles qui étaient potentiellement accessibles à ses concurrents. On veut quand même maîtriser la partie output, et comme le disait tout à l'heure Vincent, la sécurisation, elle se fait en amont et en aval. L'idée, c'est ce qu'on fait, c'est pas en mode open bar. Et en fonction de la criticité des données, on peut même envisager, donc là on n'a pas de données de ce type-là, mais être amené à crypter tout ou partie de la donnée. Sachez que les documents internes qu'on fait ingérer contiennent tout un tas d'informations qu'on ne veut pas voir ressortir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne laisse pas l'IA tout faire, et qu'il y a bien sûr nos rédacteurs qui sont là avec leur sens critique pour éventuellement corriger et s'assurer qu'on n'ait pas de la donnée qui sorte un petit peu dans la nature. Allez, on va prendre une dernière question, j'allais dire, j'ai 3 mains levées. Alors soit vous répondez très vite, soit on va avoir du mal. Où mettez les mains? On peut prendre les 3. Merci beaucoup pour la présentation, c'était top comme souvent. J'ai juste une question, est-ce que ton outil intègre une suite, un agent qui vérifierait la mesure de performance de ces résultats SEO, et est-ce que du coup cette éventuelle analyse est réingérée par l'IA pour faire du machine learning? Ça, on peut tout à fait le faire. Je vais être honnête avec vous, on ne l'a pas encore fait, mais c'est prévu. Là, on était sur vraiment un projet, et maintenant on vise à l'améliorer. Donc ça, ce que tu dis, on va dire, c'est dans les cartons, c'est pour les prochaines semaines. Super, t'as répondu vite, on peut en prendre au moins une. J'en avais 2. Non, première question, vous parliez de 1500 articles, c'est suffisant pour entraîner ce modèle? À partir de combien d'articles on peut considérer que le modèle, le LLM, va bien travailler? Et l'autre, c'était plus sur comment vous avez convaincu les équipes de rédaction d'utiliser ça, sans leur faire peur sur l'avenir de leur travail. Je réponds très très vite sur la première. 500 textes, c'est largement suffisant.
Très rapide. Pour la deuxième, je vais faire. Comme réponse rapide. Ça va être assez simple aussi pour la deuxième, puisqu'en fait, j'incarne aussi moi la partie content management chez Total Energy, donc je me suis assez vite convaincu de faire ça. Et puis c'est vrai vu qu'on a une assez forte culture SEO chez Total Energy, forcément quand on a présenté le projet aussi aux équipes, ils étaient vraiment ravis. Et puis on a vraiment rassuré sur le fait, comme le soulignait François, c'est juste qu'on ne laissera jamais un contenu IA d'être intégré sur le site. Il y aura toujours une phase de relecture, d'enrichissement, pour contrer un peu le côté, on sait tous, le côté un peu impersonnel de l'IA. Voilà. Allez, on prend la dernière question et après vous pourrez les attraper dans le salon. Ils sont sympas et généreux. Merci, bonjour. En termes de ressources et d'investissement humain, ça prend combien de temps ? Je vais laisser François répondre. Ok. Alors là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce projet, il intègre quand même pas mal de R&D, et donc quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui là-dedans, notamment avec les équipes de Vincent, il profiterait de tout ce qu'on a fait. Globalement, aujourd'hui, moi, pour être concret, j'ai 2 data scientists et un data engineer dans mes équipes. Et en termes de ressources, ça nous a pris quoi ? Ça nous a pris 3-4 mois à faire ce projet, entre le moment où on l'a lancé et les premiers résultats. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a été aussi réactif. Après, en fonction du client avec lequel vous allez bosser, c'est vrai que y a aussi cette dimension de réactivité qui est assez importante. Et nous, on voulait que ça marche, donc on a été réactif, et donc c'est un projet qui peut se réaliser en 3-4 mois. Okay. Merci pour vos questions. Merci à tous, merci à tous les trois.